t'es déjà demandé pourquoi tes résultats ne ressemblent pas à ceux des gros vendeurs d'Amazon KDP, même quand tu appliques exactement ce qu'ils disent? J'ai passé plus de 9 ans dans les coulisses de l'auto-édition. J'ai accompagné plus de 800 auteurs et j'ai eu des conversations privées avec des auteurs KDP qui génèrent des dizaines de milliers d'euros chaque mois. Ce que j'ai vu dans ces coulisses, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'ils montrent en public. Il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils font. Et la différence entre les deux, elle est massive et elle explique tout. Dans cette vidéo, je te donne accès à ces coulisses, les 5 pratiques réelles, celles que personne ne partage. C'est parti. Juste avant de te révéler ces 5 pratiques, je veux d'abord clarifier quelque chose d'important. Parce que quand on entend « les gros vendeurs ne te disent pas tout », il y a une image qui vient. Celle un peu du type qui cache ses secrets pour garder son avantage. Du gourou qui te vend une formation incomplète pour t'en vendre une autre ensuite. Ou même du concurrent qui te donne de faux conseils pour te maintenir en bas. C'est pas ça, pas du tout. Je vais te dire pourquoi il ne montre pas tout. Parce que c'est bien plus humain que ça. Première raison, simplement la simplification naturelle. Quand tu partages ton expérience publiquement, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, dans une interview, bref, tu simplifies inévitablement. Parce que la réalité est complexe et la complexité ne passe pas bien en contenu malheureusement. Un auteur KDP qui a mis 3 ans à construire un système cohérent de 15 livres interconnectés, avec une stratégie pub précise et une audience externe, il ne peut pas t'expliquer tout ça en moins de 10 minutes. Alors il te dit, j'ai trouvé une bonne niche et j'ai publié régulièrement. Deuxième raison, l'avantage compétitif. Et pour celui-là, soyons honnêtes. Les pratiques qui fonctionnent vraiment, celles qui donnent un avantage réel, on n'a pas forcément envie de les partager gratuitement. Alors, pas par malveillance, mais par logique de marché. Si demain, tout le monde applique exactement la même stratégie, l'avantage disparaît. C'est humain, c'est naturel, et ce n'est pas un reproche. Troisième raison, et c'est peut-être la plus importante, ils ne réalisent pas toujours eux-mêmes ce qu'ils font. Certaines des pratiques les plus efficaces, elles sont devenues tellement automatiques, devenues tellement intégrées dans leur façon de travailler, ils ne les voient plus comme des pratiques spéciales. Pour eux, c'est juste la façon normale de faire. Ils ne pensent pas à le mentionner parce qu'ils pensent que tout le monde fait pareil. Et pour le coup, c'est souvent là que se cache le vrai écart. Alors, d'où est-ce que je sors ces informations? Eh bien, de plus de 9 ans dans ce business. D'accompagnement de plus de 800 auteurs, dont certains qui génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. De conversations privées, pas des interviews publiques qui sont un peu polissées, des vraies conversations, où on parle de ce qui marche vraiment, sans filtre, sans la pression de l'image à maintenir. Et aussi, évidemment, de mes propres erreurs, que j'ai moi-même appliquées pendant des années, la version simplifiée de ce que les auteurs partagent, avant de comprendre ce qu'ils faisaient vraiment derrière. Et le jour où j'ai compris ça, tout a changé. C'est pas un complot, c'est juste la différence entre la surface et la profondeur, entre ce qu'on montre et ce qu'on fait. Bien. Maintenant, je te montre la profondeur. Première pratique cachée. Elle va complètement changer la façon dont tu vas regarder le catalogue des auteurs qui réussissent. Ces auteurs ne publient pas des livres, ils construisent des systèmes. Alors, je vais t'expliquer la différence parce qu'elle est fondamentale à ce stade. Quand tu regardes le catalogue d'un gros vendeur KDP, tu vois des livres, tu vois des titres, tu vois des couvertures, des niches, mais ce que tu ne vois pas, ce que personne ne te montre, c'est la logique invisible qui relie tout ça. Parce qu'il y en a une, toujours, il y en a toujours une. Chaque livre n'est pas un projet isolé, c'est une pièce d'un écosystème pensé, conçu et placé pour travailler avec les autres. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un lecteur achète le livre A, il est naturellement conduit vers le livre B. Pas par hasard, mais par design. Une série cohérente où chaque tome donne envie du suivant. Des livres complémentaires qui couvrent différents angles du même sujet. C'est une progression logique qui transforme un acheteur occasionnel en lecteur fidèle. Et Amazon voit ça. L'algorithme récompense les catalogues cohérents. Parce que les lecteurs qui achètent plusieurs livres du même auteur, ils envoient des signaux forts, des signaux de satisfaction, des signaux d'engagement.
exactement les signaux qu'Amazon cherche pour décider qui mettre en avant ou non. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine deux auteurs. Le premier, il publie 10 livres sur 10 niches différentes sans lien entre eux. Il y en a un sur la nutrition, il y en a un sur le développement personnel, on a aussi un roman policier, on a un guide de jardinage, etc. Chaque livre repart de zéro. Zéro lecteur acquis qui revient, zéro effet de levier d'un livre à l'autre et zéro identité éditoriale reconnaissable. Le deuxième auteur, lui, il publie 5 livres. Mais ces 5 livres forment un système. Une série sur la même thématique avec une progression logique où chaque livre renvoie naturellement vers le suivant. Résultat, eh bien, le deuxième auteur avec 5 livres génère plus que le premier avec 10. Et pas parce qu'il a plus de talent, pas parce qu'il a plus de budget, mais parce qu'il a construit un système, pas une collection. Et tu veux savoir ce qui m'a le plus frappé dans mes conversations avec les auteurs les plus rentables? Eh bien, aucun d'entre eux, littéralement aucun, ne parle de publier un livre. Ils parlent tous de construire un catalogue, de créer un univers, d'ouvrir une série. La façon dont ils pensent, elle est fondamentalement différente. Dès le départ, avant même d'écrire le premier mot. Alors concrètement, comment est-ce que tu appliques ça? Première chose, tu regardes ton catalogue actuel. Est-ce que tes livres se parlent entre eux? Est-ce qu'un lecteur qui achète l'un d'eux a une raison naturelle d'en acheter un autre? Si la réponse c'est non, eh bien tu sais maintenant pourquoi est-ce que ton catalogue ne travaille pas pour toi. Ok, deuxième chose pour tes prochains projets. Avant d'écrire, tu te poses 7 questions, 7 uniques questions. Comment est-ce que ce livre s'inscrit-il dans un système plus large encore? Est-ce qu'il peut ouvrir une série? Est-ce qu'il complète un livre existant? Est-ce qu'il renforce une identité éditoriale qui est reconnaissable? Parce qu'un livre publié sans réponse à ces questions, c'est une opportunité manquée. Pas d'amplifier les revenus de ce livre, mais d'amplifier les revenus de tout le catalogue. Pour le coup, je vais te laisser avec une phrase qui résume bien tout ça, mais un catalogue de 5 livres interconnectés battra toujours un catalogue de 20 livres sans lien entre eux. Toujours sans exception. Bien, deuxième pratique cachée. Celle-là, elle va changer complètement ta façon de regarder tes campagnes publicitaires. Ces auteurs qui utilisent la publicité Amazon pour collecter des données, pas pour vendre. Attends. Je vais t'expliquer. Parce que je sais ce que tu penses. Stan, la pub c'est fait pour vendre, c'est son seul objectif. C'est ce qu'ils te montrent, ce n'est pas ce qu'ils font. Quand un gros vendeur KDP lance une campagne publicitaire, oui, il veut des ventes, évidemment. Mais ce n'est pas sa priorité numéro 1. Sa priorité numéro 1, c'est l'information. Parce que chaque campagne publicitaire qu'il lance, c'est une fenêtre ouverte sur son marché. Une fenêtre que 95% des auteurs ferment immédiatement en regardant juste leur ACOS. Alors, qu'est-ce qu'ils voient dans cette fenêtre? Première information, ils voient les mots-clés qui convertissent vraiment. Pas ceux qu'ils pensent être bons, ceux que les lecteurs tapent réellement, ceux qui génèrent des clics et aussi des achats. Et ces mots-clés-là, ils ne les laissent pas juste dans leur campagne publicitaire. Ils les mettent dans leurs mots-clés back-end. Ils les mettent dans leur titre, dans leur description. Ils les mettent partout où Amazon peut les lire. Parce que si un bon mot-clé convertit en pub, il convertira aussi en organique. Deuxième information, leurs concurrents réels, pas ceux qu'ils croient avoir, ceux qu'Amazon associe vraiment à leurs livres. Quand tu lances une campagne de ciblage produit, tu vois quel livre Amazon considère comme similaire au tien. Et parfois, c'est une surprise. Tu as des livres dans des niches auxquelles tu n'aurais mais alors jamais pensé. Tu as des auteurs que tu ne connaissais pas, ou même tu as des marchés connexes qui sont complètement inexploités. Troisième information, le potentiel réel de leur fiche produit. Parce que la pub, c'est le test de vérité ultime d'une fiche produit Amazon. Tu peux penser que ta description est bonne, tu peux penser que ta couverture est efficace, mais quand tu lances la publicité et que les gens cliquent dessus mais n'achètent pas, c'est simplement le marché qui te dit quelque chose. Il te dit que ta fiche produit ne convainc pas, que quelque chose coince, que par exemple la promesse de ton titre ne correspond pas à ce que trouve le lecteur sur ta page de vente. Un taux de conversion faible sur une campagne publicitaire,
Ce n'est pas un problème de publicité, c'est un problème de fiche produit. Et les gros vendeurs le savent. Alors ils corrigent la fiche avant même d'augmenter le budget pub. Et pas l'inverse. Et ça pour le coup, c'est exactement l'opposé de ce que font 90% des auteurs qui voient un ACOS s'élever et qui coupent une campagne, sans jamais comprendre ce que la campagne publicitaire essayait de leur dire. Laisse-moi te donner une image. Imagine 2 secondes que tu ouvres un restaurant. Donc tu as ouvert ton restaurant, tu distribues des flyers dans le quartier, les gens viennent, ils regardent la carte et ils repartent sans jamais commander. Tu vas faire quoi? Arrêter de distribuer des flyers ou retravailler ta carte? C'est exactement ça la différence entre quelqu'un qui voit la publicité comme un coût et quelqu'un qui voit la publicité comme un outil de diagnostic et de développement. Alors concrètement, comment est-ce que tu changes ta façon de regarder tes campagnes? Première chose, arrête de regarder uniquement ton ACOS. Tu regardes les mots-clés qui convertissent, tu regardes les mots-clés qui ont des ventes, même peu. Tu les isoles, tu les amplifies et tu les transfères possiblement dans ta stratégie organique. Deuxième chose, tu regardes tes mots-clés qui ont des clics mais zéro vente, qui ont beaucoup de clics sans vente. C'est un signal. Soit ça veut dire que le mot-clé attire les mauvaises personnes, soit ça veut dire que ta fiche ne convainc pas. Dans les deux cas, c'est une information hyper précieuse. Troisième chose, utilise tes campagnes de ciblage produit comme un radar. Regarde simplement quel livre Amazon associe au tien et demande-toi est-ce que ces livres ouvrent des niches connexes que tu n'avais pas encore exploitées, parce que tes meilleures campagnes ne te disent pas juste comment vendre ton livre actuel. Elles te disent exactement ce que ton prochain livre devrait être. C'est ça la vraie valeur de la publicité Amazon. C'est pas les ventes immédiates, c'est l'intelligence de marché. En temps réel, sur ton marché précis, avec tes livres précis. Et ça, personne ne te l'apprend parce que personne n'a envie de partager son radar. Troisième pratique cachée. Celle-là, c'est probablement celle qui va le plus bousculer ce qu'on t'a appris. Ces auteurs ne cherchent pas des niches, ils cherchent des signaux d'achat. Je vais te dire pourquoi c'est fondamentalement différent. La recette standard qu'on t'enseigne sur KDP, tu la connais. Trouve une niche peu concurrentielle, avec un bon volume de recherche et publie dessus. Cette recette, elle n'est pas fausse, mais pour le coup, elle est incomplète. Et cette incomplétude, elle coûte parfois des mois à beaucoup d'auteurs. Parce que trouver une niche peu concurrentielle avec du volume, ça ne te dit pas si les gens dans cette niche achètent vraiment, achètent régulièrement et en quantité. Et c'est exactement ce que les gros vendeurs cherchent. Pas une niche, mais un comportement d'achat. Alors, concrètement, c'est quoi les signaux qu'ils regardent? Signal numéro 1, est-ce que les lecteurs achètent plusieurs livres sur ce sujet? Pour le coup, c'est la question la plus importante et la plus ignorée. Parce qu'il y a des niches où les gens achètent un livre et c'est tout, un seul. Parce que le sujet est épuisé en un livre. Parce que le besoin est résolu une bonne fois pour toutes, tout simplement. Et il y a des niches où les lecteurs en veulent toujours plus, où ils collectionnent les livres sur ce sujet et où chaque nouveau titre, c'est une opportunité. La différence entre ces deux types de niches, franchement, elle est colossale, surtout sur tes revenus à long terme, surtout aussi sur ta capacité à construire un catalogue cohérent et sur l'effet de levier de chaque nouvelle publication. Donc, comment est-ce que tu vérifies ça? Tu regardes les profils des acheteurs sur les avis Amazon. Est-ce qu'ils mentionnent d'autres livres sur le même sujet? Est-ce qu'ils te disent « je cherche encore quelque chose qui va plus loin ». Pour le coup, ces signaux-là, ils sont là. Ils sont visibles, ils sont gratuits et presque personne ne les lit. Ok, signal numéro 2. Quelle est la fraîcheur des avis sur les best-sellers de la niche? Ça, pour le coup, c'est le signal le plus révélateur de tous. Parce qu'une niche avec des best-sellers qui accumulent des avis récents, donc des avis de cette semaine ou de ce mois-ci, c'est une niche vivante. C'est des nouveaux lecteurs qui arrivent constamment. C'est un marché qui se renouvelle vraiment, où la demande ne faiblit pas. Par contre, une niche où les derniers avis des best-sellers datent d'il y a 12 mois, c'est une niche qui s'essouffle ou qui s'est saturée, ou même dont les lecteurs sont passés à autre chose. Et tu peux y publier le meilleur livre du monde, tu vas lutter.
Parce que le trafic naturel sur cette niche, il est en train de mourir. Signal numéro 3. Est-ce que le prix moyen de la niche laisse une marge viable pour la publicité? Alors, celui-là, pour le coup, très peu d'auteurs y pensent avant de choisir leur niche. Pourtant, je trouve que c'est quand même quelque chose de fondamental. Si les livres dans ta niche se vendent en moyenne entre 6 et 8 euros, bah, tu as très peu de marge pour faire de la publicité. Tu as très peu de marge pour investir dans une couverture professionnelle. En fait, tu as très peu de marge pour tout. Et sans publicité, tu dépends entièrement de l'organique. Et l'organique seul, dans un marché compétitif, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Par contre, une niche où les livres se vendent entre 16 et 20 euros, là, tu as de la marge. Tu as de la marge pour tester, pour investir, même pour accélérer. Ces trois signaux ensemble, comportement d'achat répété, fraîcheur des avis et marge viable, ils te donnent une image beaucoup plus précise d'une niche que n'importe quel outil de recherche de mots-clés. Parce que les outils te donnent du volume. Ces signaux-là, ils donnent la réalité du marché. Et il y a une phrase que j'ai entendue dans une conversation avec un auteur qui génère plus de 30 000 euros par mois sur KDP, c'est « Je ne cherche jamais une niche peu concurrentielle. Je cherche une niche où les gens ont prouvé qu'ils sortent leur carte bancaire encore et encore. Tout le reste, c'est secondaire. » Quatrième pratique cachée, celle-là, elle va peut-être contrarier certains d'entre vous, parce que pour le coup, elle va à l'encontre totale de tout ce qu'on entend sur KDP. Ces auteurs qui optimisent l'existant avant de publier du nouveau. La logique dominante sur KDP, tu la connais. Publie plus, publie vite. Plus tu as de livres, plus tu as de chance. Eh bien, ces auteurs qui réussissent font l'inverse. Avant chaque nouvelle publication, ils passent sur ce qui existe déjà, systématiquement sans exception. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'un nouveau livre, c'est un investissement. C'est un investissement de temps, c'est un investissement d'énergie, très souvent d'argent, de couverture, de mise en forme, de campagne de lancement, etc. Et pendant que tu investis tout ça dans un nouveau livre, tes livres existants, ils dorment. Avec des descriptions qui convertissent plus, avec des mots-clés qui n'ont jamais été optimisés, avec des campagnes pub qui tournent en pilote automatique depuis des mois. C'est un peu comme arroser une nouvelle plante alors que celles que tu as déjà dans ton jardin sont en train de mourir de soif. Et ce que j'ai observé chez les auteurs les plus rentables, c'est qu'ils ont une règle simple. Une règle qu'ils appliquent sans déroger. Avant de publier un nouveau livre, j'audite mes 3 livres les moins performants. Sans exception. Pourquoi les 3 moins performants? Eh bien, parce que c'est là que se cachent les revenus perdus. Des livres qui performent déjà bien, ils performent, il n'y a pas de problème. Les livres qui ne performent pas, il y a une raison. Et cette raison, elle est presque toujours corrigeable. Alors, qu'est-ce qu'ils regardent dans cet audit? Eh bien, premier point, évidemment, la description. Est-ce qu'elle convertit vraiment? Est-ce qu'elle commence par une accroche forte? Est-ce qu'elle nomme la douleur du lecteur? Ou même, est-ce qu'elle promet un résultat précis? Si la réponse à l'une de ces questions c'est non, eh bien, c'est la première correction. Deuxième point, les mots-clés back-end. Est-ce qu'ils ont été mis à jour depuis la publication? Est-ce qu'ils reflètent ce que les lecteurs cherchent vraiment aujourd'hui? Parce que le marché évolue, les tendances changent et les mots-clés qui fonctionnaient il y a 1 an ne sont pas forcément ceux qui fonctionnent aujourd'hui. Troisième point, les catégories. Est-ce que tu exploites vraiment toutes les catégories disponibles pour ce livre? Amazon peut te permettre d'en avoir jusqu'à 10 rien qu'en contactant le support. Mais la plupart des auteurs restent bloqués à 2, celles qui sont choisies à la publication. Et chaque catégorie supplémentaire pertinente, c'est un nouveau classement. C'est un nouveau best-seller potentiel. C'est une nouvelle visibilité organique gratuite. Ça prend un email au support Amazon et le résultat est visible en 48 à 72 heures. C'est le levier le plus sous-exploité de tout KDP et le plus rapide à activer. Quatrième point, les campagnes publicitaires. Est-ce qu'elles tournent encore en pilote automatique? Est-ce qu'il y a des mots-clés qui convertissent et qui mériteraient plus de budget? Est-ce qu'il y a des mots-clés qui consomment du budget sans jamais convertir? Ces 4 points vérifiés systématiquement sur les livres qui dorment, ça prend 2 heures maximum et les résultats, ils peuvent être visibles en à peine 2 semaines.
J'ai vu des auteurs doubler leurs revenus mensuels sans publier un seul nouveau livre. Juste en appliquant ce principe. Juste en réveillant ce qui dormait déjà dans leur catalogue. Pas en réécrivant leurs livres. Juste en optimisant ce qui était déjà là et que personne ne trouvait. Parce que c'est ça la réalité que personne ne te dit. Tu as peut-être déjà des revenus cachés dans ton catalogue actuel. Des livres qui pourraient vendre 2 fois, 3 fois plus avec juste quelques heures de travail. Mais tant que tu continues à être concentré uniquement sur le prochain livre, ces revenus cachés restent cachés. Et les gros vendeurs le savent et c'est exactement pour ça qu'ils optimisent toujours avant de publier. 5e et dernière pratique cachée qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, et pourtant c'est celle qui fait la plus grande différence sur le long terme, c'est ces auteurs ne pensent pas livre, ils pensent propriété intellectuelle. Alors, je vais t'expliquer pourquoi cette distinction elle change absolument tout. Quand tu publies un livre sur KDP, tu crées quelque chose. Tu crées quelque chose qui t'appartient. Un contenu, une œuvre, une propriété intellectuelle. La plupart des auteurs, ils l'exploitent sur un seul canal. Amazon KDP, version e-book, broché, point. Pour le coup, c'est comme si tu avais une mine d'or dans ton jardin et que tu utilisais qu'une seule pelle dans un seul coin, en laissant 80% de la mine inexploitée. Les gros vendeurs, ils utilisent toutes les pelles et tout le filon simultanément. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le même contenu, le même travail, génère des revenus sur plusieurs canaux en parallèle. Premier canal, la version papier. Oui, certains auteurs ne prennent même pas la peine de publier en version papier. C'est hallucinant, non? C'est gratuit à mettre en place sur la même plateforme, le même tableau de bord, et c'est une erreur. Parce qu'il y a des lecteurs qui n'achèteront jamais un e-book, qui veulent tenir un livre dans leurs mains, qui offrent des livres papier, qui achètent sur Amazon, mais en version physique. Ces lecteurs-là, sans version papier, tu ne les touches jamais. Jamais. Le deuxième canal, c'est l'audiobook. Et celui-là, pour le coup, il est massivement sous-exploité dans la niche KDP francophone. Pourtant, le marché de l'audiobook commence enfin à exploser. En France, aux US, en Europe, partout. Des gens qui écoutent pendant leur trajet, des gens qui écoutent pendant leur sport, pendant qu'ils cuisinent, ou même des gens qui n'ont pas le temps de lire, mais qui ont le temps d'écouter. Et ton livre, il est déjà écrit, le travail est déjà fait. Il reste qu'à le mettre en format audio. ACX pour l'anglophone, mais des plateformes comme Findaway Voices pour le marché francophone. Et tu ouvres un nouveau canal de revenus sur le même contenu sans réécrire une seule ligne. Et si tu veux aller vraiment plus loin sur ce sujet, j'ai une formation complète dédiée à l'audiobook dans le cercle. Comment choisir les bons outils, comment trouver un narrateur, comment distribuer, comment optimiser absolument tout du premier mot jusqu'aux premières ventes. Le lien est dans la description, premier lien dans la description si tu veux en savoir plus vis-à-vis de ça. Ok, troisième canal, les droits de traduction. Et ça, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Si tu as un livre qui fonctionne bien en français, il y a peut-être un marché en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, etc. Des marchés immenses avec des audiences qui ne te connaissent pas encore, mais qui cherchent exactement ce que tu proposes. Tu peux faire appel à un traducteur professionnel. Tu peux utiliser des plateformes spécialisées dans la traduction de livres et tu multiplies ton marché potentiel sur le même travail de base. Quatrième canal, la licence de contenu. Alors, celui-là, très peu d'auteurs y pensent. Ton livre, ton contenu peut être licencié à des entreprises, à des formateurs, à des organisations qui veulent utiliser ton contenu dans leur formation, dans leur programme, dans leurs ressources internes. Alors, attention, c'est pas simple à mettre en place, ça demande du temps, mais ça représente des revenus récurrents sur un contenu que tu as déjà créé. Quand j'ai eu une conversation avec un auteur qui génère plus de 100 000 euros par an sur KDP, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mon erreur pendant les 3 premières années, c'était de penser que mon livre valait ce qu'Amazon me payait dessus. Le jour où j'ai compris que mon livre valait bien plus, que c'était un actif exploitable sur des dizaines de canaux différents, tout a changé. Et pour le coup, il avait raison. Parce que le vrai business des gros vendeurs KDP,
c'est pas de vendre des e-books sur Amazon, c'est de créer des propriétés intellectuelles et de les exploiter partout où c'est possible. Alors, concrètement, par où tu commences? Je vais te donner une règle simple, une seule, mais elle change tout. Pour chaque livre que tu as déjà publié, pose-toi cette question. Est-ce que ce livre existe en version papier? Déjà, si cette première réponse c'est non, c'est ta première action. Ce soir, ça prend 30 minutes, tu ouvres immédiatement un nouveau canal de revenus. Ensuite, pour chaque livre qui performe bien, pose-toi cette nouvelle question. Est-ce que ce contenu pourrait exister en version audio? Et si oui, commencez à explorer des options. Et pour tes prochains projets, avant même d'écrire, pose-toi cette question. Ce contenu, sur combien de canaux est-ce que je peux l'exploiter? Parce que ta valeur en tant qu'auteur, elle n'est pas dans le nombre de livres que tu publies. Elle est dans la façon dont tu exploites chaque livre que tu crées. Un seul livre bien exploité vaut mieux que 20 livres abandonnés après leur lancement. Toujours. Voilà, 5 pratiques mises à nu. Celles que les gros vendeurs KDP appliquent systématiquement et qu'ils ne partagent jamais publiquement. Je les résume vite, mais retiens chaque mot. 1. Ils ne publient pas des livres, ils construisent des systèmes. Chaque livre est une pièce dans un écosystème, jamais un projet isolé. 2. Ils utilisent la publicité pour collecter des données, pas juste pour vendre. Chaque campagne, c'est vraiment un radar de marché. C'est un investissement en intelligence. 3. Ils ne cherchent pas des niches, ils cherchent des signaux d'achat. Des lecteurs qui achètent plusieurs fois, des marchés vivants, des marges viables, etc. 4. Ils optimisent l'existant avant de publier du nouveau. Description, mots-clés, catégories, pub avant chaque nouvelle publication, sans exception. Et 5. Ils pensent propriété intellectuelle. Pas livre, papier, audio, traduction, licence. Le même travail exploité partout. Bien, maintenant on approche de la fin de cette vidéo et je vais te poser la question qui dérange. Combien de ces 5 pratiques tu appliquais avant de regarder cette vidéo? 1? 2? Aucune? Sois honnête juste avec toi-même. Parce que c'est pas un jugement. Ces pratiques-là, personne ne te les avait montrées. Jusqu'à maintenant. Et voilà la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de tout appliquer en même temps. Tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'une seule chose. C'est choisir une de ces 5 pratiques. Une seule, celle qui te parle le plus, celle qui correspond le mieux à ta situation actuelle. Et la commencer ce soir. Pas demain, ce soir. Parce que la différence entre les auteurs qui stagnent et les auteurs qui construisent quelque chose de solide, on l'a vu ensemble, ce n'est jamais le talent, ce n'est jamais la chance, c'est la méthode. Et maintenant, tu as la méthode. La vraie, la version qui fonctionne vraiment. Utilise-la. Bon, alors, laquelle de ces 5 pratiques tu ne faisais pas encore et laquelle tu vas commencer en premier? Dis-le moi en commentaire, parce que je parie que tu vas découvrir que des dizaines d'auteurs sont exactement dans la même situation que toi. Et leurs réponses vont t'inspirer autant que la vidéo. C'est ça une vraie communauté. Des gens qui apprennent ensemble, pas juste qui consomment. Maintenant, le moment que vous attendez tous, évidemment, le traditionnel tirage au sort. Chaque semaine, je fais gagner 1 heure de coaching privé avec moi pour travailler sur ton business. Une vraie heure avec tes vrais livres et tes vrais chiffres. Et le grand gagnant de cette semaine est, roulement de tambour, tadam! Félicitations à toi, tu peux me contacter directement à l'adresse mail qui s'affiche juste ici pour qu'on puisse se réserver une date ensemble afin d'avancer sur ton business. Pour les autres, pas de panique, à chaque nouvelle vidéo, une nouvelle heure de coaching est remise en jeu. Ça recommence à zéro et tout le monde a sa chance. Pour participer, c'est ultra simple. 1. Tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait. 2. Tu mets un like à cette vidéo. 3. Tu laisses un commentaire, n'importe lequel. Ton étape bloquante, une question, une réaction, tout compte. Et ton nom entre automatiquement dans le prochain tirage. On se retrouve très vite et d'ici là, tu sais ce que tu as à faire. Le lien du cercle est en description.
30 jours gratuits, sans engagement. La décision t'appartient. Salut!